Bonjour les amis, bonjour tout le monde, bienvenue dans vos GFM, j'espère que vous allez très bien. C'est pas une formule de politesse comme les autres, c'est sincère. J'espère sincèrement que vous allez bien, que les choses se passent bien dans votre vie, que tout se goupille parfaitement. Moi, pour être honnête, tout se passe bien, très bien, trop bien. J'ai un peu peur que, que- qu'il y ait une correction comme dans le marché des, des cryptos, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que quand un cours est un peu trop haut, d'un coup, il rebaisse d'un coup. Alors, je reste sur mes gardes, hein, toujours. J'ai toujours appris à me méfier des moments qui allaient très très bien dans ma vie. Donc, je reste sur mes gardes, comme toujours, mais je dois dire que pour l'instant, la vie est assez plaisante de mon côté. Les amis, pour ce VOGFM, voici les différents sujets. Numéro un, est-ce que le libre arbitre existe? Numéro 2, les gens qui critiquent ma voiture. Numéro 3, ma voiture. Le libre arbitre existe-t-il? Ça va être le premier sujet. Vous allez voir, on va aborder un truc qui est très intéressant. On va parler de conscience, ok, comme fluctuation quantique de l'univers. Là, vous dites, mais c'est quoi ce sujet de merde? Vous allez vraiment en discuter. Ensuite, le hantavirus. Faut-il voter? Réflexion sur l'individualisme. Les ponts, parce que on est en mai, donc il y a des jours fériés, et puis il y a des gens qui inventent des jours fériés pour faire le pont avec d'autres jours fériés, ça me fait rire. Je réagis à la vidéo d'un membre de MS et de YouTube Maxi que je salue, qui s'appelle l'Argonaute, qui est un super youtubeur et qui, même avant d'être un membre de YouTube Maxi et d'MS, qui est un super youtubeur, voilà, j'aurais dû le présenter comme ça, qui parlait de l'IA. Et j'avais envie de vous donner un petit peu mon point de vue sur sa vidéo, qui est une très bonne vidéo. Et voilà, et voilà, c'est déjà pas mal. Donc, les amis, premier sujet, la conscience comme fluctuation quantique de l'univers. Est-ce que le libre arbitre existe? Alors oui, je sais, j'ai dit que j'en ferais une vidéo. Et vous inquiétez pas, je vais en faire une vidéo. Juste, voilà, en ce moment, je travaille sur une autre vidéo sur la chaîne qui va sortir bientôt sur le stoïcisme, parce que je me suis replongé. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont remarqué, hein, depuis quelques temps. Je me suis un peu replongé dans le stoïcisme. Et j'ai une vidéo à faire sur l'ONLV. Ouais, sur l'ONLV, sur le stoïcisme. Et après, une fois que j'aurai fini cette vidéo sur le stoïcisme, je reprendrai ma vidéo sur le libre arbitre, parce que je ferai une vidéo qui va s'appeler Est-ce que le libre arbitre existe? Et globalement, je vais dire un peu ce que je vais dire dans ce podcast. Donc vous avez un petit peu la vidéo en avance, parce que je trouve que c'est un sujet qui est passionnant, mais c'est surtout pour pas qu'on me vole le sujet, parce que je trouve que le sujet est incroyable. Donc si je dis voilà, je vais faire la vidéo et j'en ai fait un podcast carrément, là on pourra pas me voler le sujet, je pense, enfin j'espère pas. Mais vous inquiétez pas, la vidéo sera plus détaillée, hein, on va aller pas très en profondeur dans ce podcast. Donc, la question du libre arbitre, c'est la question à 1 million d'euros. C'est une question dont la science n'a pas encore tranché. Est-ce que le libre arbitre existe? C'est une question philosophique absolument passionnante. Ok? Donc, c'est-à-dire que est-ce que quand vous faites un choix, vous faites vraiment ce choix? Là, par exemple, si là je vous dis, ok, à 3, quand je vais compter jusqu'à 3, 3, 2, 1, vous allez lever une main. Soit vous allez lever la main droite, soit vous allez lever la main gauche. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, levez une main. Hop, vous avez normalement levé soit la main droite, soit la main gauche. Est-ce que c'était votre choix? Voilà. Est-ce que c'était votre choix? Maintenant, je vais redire la même chose et je vais vous je vais vous suggérer de lever la main droite. Ok? Vous n'êtes pas obligé de m'écouter, mais je vais vous suggérer de lever la main droite. Est-ce que vous allez lever? Un, 2, 3, lever une main. Et bah, c'est ce que c'était vraiment votre choix. Si vous avez levé la main droite, est-ce que c'était vraiment de votre choix? Est-ce que je vous ai pas influencé quelque part? Est-ce que si vous aviez voulu lever la main gauche parce que je venais de le faire, parce que vous vouliez justement me défier et montrer que vous aviez pas que j'avais pas d'influence, est-ce que finalement c'était pas votre choix? Et c'est un sujet qui est passionnant, hein, parce que, donc, évidemment, les déterministes vont parler du déterminisme social, c'est-à-dire ta condition sociale, l'endroit où tu vis, l'influence que les gens ont autour de toi, l'influence qu'a ton environnement sur tes choix, ce qui est indéniable, mais même de manière beaucoup plus profonde et plus scientifique que ça, on peut même parler de déterministes biologiques, biochimiques de notre cerveau. Est-ce que quand on fait un choix, est-ce que c'était déjà écrit par avance? Parce que notre cerveau est composé de réseaux électriques, de neurones de réseaux électriques. Ces réseaux neurones électriques sont constitués d'atomes, atomes qui sont régis par des lois physiques qui ne changent pas, qui sont fixées depuis le Big Bang. Est-ce que nos choix ne sont pas déjà écrits depuis la nuit des temps, depuis le Big Bang? C'est une question qui est passionnante. La science n'y a pas du tout répondu, hein, vraiment, hein. Si la réponse vous semble évidente, que ce soit d'un côté ou de l'autre, je peux vous assurer que vous vous trompez. La réponse n'est absolument pas évidente. Et c'est un peu l'objet de ce début de podcast. Alors,
La question, est-ce que vous êtes un réseau de connexion électrique à l'intérieur de votre cerveau, ou est-ce que vous êtes un esprit aux commandes de ce réseau électrique? Voilà, donc ça c'est la question, elle n'a pas de réponse. Donc un esprit, c'est-à-dire quelque chose de matériel, ou pas forcément matériel, mais qui existe comme, comme une loi de l'univers, comme une force de l'univers. Est-ce que la conscience existe indépendamment du réseau de connexion électrique de votre cerveau? Voilà la question. Les déterministes classiques vont vous dire que, bah oui, bien sûr que non. La conscience n'existe pas, le libre arbitre n'existe pas. Tous vos choix, tous les atomes qui composent votre corps ont un jour été des atomes qui ont composé des étoiles, hein, vous connaissez la formule, on est de la poussière d'étoiles, hein, nos corps sont de la poussière d'étoiles, ou des météorites, ou que sais-je. Les atomes qui composent votre corps étaient là lors du Big Bang, ont formé des planètes, des météorites, pour finalement arriver dans votre corps, finalement former votre cerveau. Et tout ça était déjà écrit, parce que les atomes existent physiquement et sont régis par des lois physiques. Sauf que cette définition néoclassique, elle a un petit souci. Elle a un petit souci qui est arrivé au XXe siècle, qui est la mécanique quantique. Donc, la mécanique quantique, pour ceux qui ne savent pas, alors c'est très compliqué à expliquer, c'est très compliqué à résumer, mais la mécanique quantique, c'est de dire que, déjà, il faut que vous compreniez le mot quantique. Quantique, ça veut juste dire très petit, ok? Très petit, à l'échelle des petites molécules et des atomes. Ça veut dire ça, quantique. Donc quantique, c'est quelque chose qui est petit, tout simplement. Et ben, il faut savoir un truc, c'est que à l'échelle des choses très petites, à l'échelle quantique, les forces de l'univers qu'on connaît ne s'appliquent pas, ou pas toutes, ou pas complètement. C'est-à-dire la gravité, à l'échelle des atomes, ça n'existe pas. Enfin si, mais d'une autre façon. Les équations n'ont plus aucun sens. Les équations qu'on connaît de la gravité n'ont plus aucun sens à l'échelle des petits atomes, des petites particules. Et ça c'est très bizarre, mais c'est pas le premier truc qui est très bizarre. Le deuxième truc qui est très bizarre, c'est que les atomes, quand on ne les regarde pas, les atomes quantiques, quand on ne les regarde pas, sont dans plusieurs états à la fois. Prenons l'électron, ok? Un atome est composé d'un noyau et d'électrons qui tournent autour de ce noyau. Les électrons ont un spin, c'est-à-dire un sens de rotation. Soit ils tournent vers le haut, on dit que le spin est positif, soit ils tournent vers le bas, on dit que le spin est négatif. Prenons cet électron. Si on ne regarde pas cet électron, si on ne mesure pas le spin de cet électron, le spin est les deux en même temps. Il est à la fois positif et à la fois négatif. Et ça, c'est passionnant. Pourquoi le spin est à la fois positif et négatif? Parce qu'on ne le regarde pas. Et là, vous me dites, mais c'est dingue, c'est complètement con, comment il peut être les deux en même temps? C'est fou, hein? Et quand on le regarde, quand on le mesure, ce spin, d'un coup, il choisit un état de manière purement aléatoire. Alors là, vous me dites, mais ça n'a aucun sens, comment on peut savoir qu'il est dans les deux états à la fois si justement on le regarde pas? Et bien la réponse, c'est qu'on peut regarder à côté. On peut regarder à côté de ce spin, ça va créer ce qu'on appelle des interférences quantiques qui ne peuvent avoir lieu que si il est dans deux états à la fois. Par exemple, si vous êtes chez vous, ok, et que vous avez une lumière quantique qui est à la fois allumée et à la fois éteinte, et que quand vous la regardez, elle choisit un état, eh ben, vous ne pouvez pas savoir si elle est à la fois allumée et à la fois éteinte, puisque quand vous la regardez, elle choisit un état. Par contre, vous pouvez regarder votre compteur électrique et voir qu'en fait, il réagit super bizarrement, il est en train de glitcher, il bouge entre les deux, il y a deux boutons qui sont apparus, c'est ce qu'on appelle des interférences, ok? Des interférences avec les états de superposition. Au moment où vous regardez la lumière, on dit que la lumière collapse, mais vous pouvez regarder à côté. Donc voilà, c'est comme ça qu'on sait que les atomes, quand on ne les regarde pas, sont dans plusieurs états à la fois, ce qu'on appelle un état de superposition quantique. Et quand on les regarde, ils collapsent. On dit qu'ils collapsent avec la réalité. Et donc c'est dingue, c'est passionnant, c'est fou. Et je vais vous dire un truc, les amis. Votre cerveau fonctionne exactement pareil. Votre cerveau est composé d'atomes qui sont très petits et donc qui se comportent aléatoirement. Et donc dire que si je fais une capture de la biochimie de ton cerveau ainsi que ton environnement, le déterminisme social et tout machin, je peux prédire ton futur, eh ben c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ton futur, il est aléatoire, parce que tes neurones sont composés d'atomes, atomes qui se comportent aléatoirement. Alors là, vous vous dites, mais ça c'est vraiment aléatoire la mécanique quantique? Oui, c'est fascinant, mais c'est vraiment aléatoire. Vous connaissez l'expérience de chat de Schrödinger qui dit que voilà, on met un atome qui est radioactif, qui va se désintégrer ou pas se désintégrer en fonction de s'il se désintègre ou pas. Un mécanisme est actionné par un marteau qui va frapper une fiole de poison, qui va libérer un gaz qui va tuer un chat à l'intérieur d'une boîte, et que voilà, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne sait pas si le chat est mort ou vivant.
tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, pardon, le chat est mort et vivant en même temps. Voilà, c'est là où, d'ailleurs, j'ai fait l'erreur, mais beaucoup de gens font l'erreur. Beaucoup de gens pensent que l'expérience de Schrödinger, c'est une expérience de pensée qui est là pour dire, oui, waouh, si, si on n'ouvre pas la boîte, et ben on ne sait pas dans l'état dans lequel est le chat. C'est-à-dire que si on n'ouvre pas la boîte, on ne sait pas s'il est mort ou vivant. Non, non, c'est pas, on ne sait pas. C'est si on n'ouvre pas la boîte, il est les deux en même temps. Ok? Parce que la mort du chat est une interférence. Alors, ça marcherait pas comme ça, parce que à ces niveaux où la cohérence quantique disparaît, on parle de décohérence parce que le chat est trop gros. Mais voilà, l'expérience du chat de Schrödinger, c'est pas, on ne sait pas si le chat est mort ou vivant. C'est tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, le chat est les deux, il est mort et vivant. Et quand on ouvre la boîte, il choisit un état aléatoirement. C'est vraiment ça, l'expérience du chat de Schrödinger, c'est une expérience quantique, hein, c'est pas une expérience philosophique de pensée. Et donc, notre cerveau est pareil, en fonction de la biochimie de notre cerveau et notre environnement. Si je fais un scan complet de ton cerveau et de ton environnement, je ne peux pas connaître ton futur. C'est pas possible. Parce que ton cerveau, il est pas déterministe, il est aléatoire. Alors maintenant, vous allez me répondre, oui, d'accord, Lohan, je suis d'accord. Peut-être que la mécanique quantique qui régit les atomes de mon cerveau fait que je peux pas déterminer à l'avance ce que va être mes choix, et donc le déterminisme classique est un peu amoché avec la mécanique quantique. Je suis d'accord avec toi, Lohan. Malgré tout, le contraire de déterministe, c'est non déterministe, pas libre. Et donc, c'est pas parce que c'est le hasard qui va décider de mon futur que j'ai un libre arbitre pour autant. Je ne le contrôle quand même pas. Et c'est là où justement l'intérêt de la vidéo que je vais faire, bah, il est très intéressant, c'est de se poser la question de, oui, mais justement, est-ce qu'on pourrait pas imaginer que la conscience est fluctuation quantique de l'univers? Ok, il y a un problème en physique quantique qui est très très connu, qui s'appelle le problème de la mesure, qui est de dire le collapse avec la réalité, c'est quand on observe un atome, quand on le mesure, quand on l'observe. Le truc, c'est que le collapse avec la réalité, on ne sait pas à quel moment de l'observation il se produit. Par exemple, si je prends une photo de l'atome, est-ce que le collapse a lieu au moment où la photo est prise? Est-ce que le collapse a lieu au moment où les photons de l'atome, de, les photons de l'électron arrivent à l'optique de la caméra? Est-ce que c'est le moment où la caméra enregistre sa photo? Est-ce que c'est le moment où la photo est envoyée dans l'ordinateur? Est-ce que c'est le moment où l'ordinateur regarde la photo sur son ordinateur? Le scientifique regarde la photo sur son ordinateur. Il n'y a aucun moment où le collapse doit nécessairement se produire. On appelle ça le problème de la mesure. Sauf, sauf si on se dit que le collapse a lieu au moment où un observateur conscient regarde ou mesure l'électron, l'atome, que sais-je. Et en fait, on pourrait se dire que ce qui va déclencher le collapse, c'est pas forcément la mesure, c'est la mesure consciente. C'est le fait qu'il y a un humain qui va le mesurer. C'est peut-être ça qui déclenche le collapse. Euh, et auquel cas, la conscience jouerait un rôle dans la mécanique quantique. Et pas juste la mesure, mais la mesure consciente. Pas juste l'observation, mais l'observation consciente. Et c'est une thèse qui est assez soutenue, d'accord, on n'a pas de preuve de ça, mais c'est quelque chose qui met d'accord, qui, 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 qui questionne beaucoup les scientifiques. Est-ce que c'est l'observation? C'est l'observation consciente qui crée la mécanique quantique. Il y a même des gens qui disent que justement, vu que c'est l'observation consciente qui créerait le collapse avec la réalité, peut-être qu'on vit dans une simulation et que justement la simulation, elle n'a pas besoin de charger les trucs qu'on regarde pas en détail. C'est comme quand tu es dans un jeu vidéo, la map charge pas derrière toi. C'est logique. Et bah du coup, on pourrait se dire que voilà, vu qu'on vit dans un jeu vidéo, le moteur de jeu va pas faire tourner les textures à l'échelle microscopique, parce que ça n'a aucun sens de charger les textures à ce niveau-là, uniquement si on les regarde, peut-être uniquement si on les regarde. Donc c'est aussi une théorie qui va favoriser la théorie de la simulation. Et c'est là où c'est fascinant, parce que du coup ça voudrait dire que la conscience jouerait un rôle dans la mécanique quantique. Et si on voit la conscience comme fluctuation quantique de l'univers, alors la conscience et le libre arbitre existent de manière matérielle plus ou moins. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as un choix à faire et qu'en fait tu as l'impression que c'est l'aléatoire de la mécanique quantique des neurones de ton cerveau qui fait que tu vas faire un choix ou un autre choix, en fait non. Ce qu'on appelle l'aléatoire est en fait ta conscience, ok, comme fluctuation quantique de l'univers. Donc voilà, sujet méga intéressant, un rabbit hole
de fou malade. J'ai parlé de 10% de ce que je voulais parler là, mais ça va être le sujet de ma prochaine vidéo. Non, pas de ma prochaine sur le stoïcisme, mais celle d'après sur le NLV. Sujet absolument fascinant. Alors évidemment, c'est pas moi qui ai inventé tout ça, hein, c'est des mathématiciens du XXe siècle, notamment un mec qui s'appelait John von Neumann, qui a popularisé cette théorie. J'ai jamais vu personne en parler sur YouTube. Je trouve ça fascinant. Je pense que je vais faire la meilleure vidéo sur le libre arbitre qu'il est possible de faire sur YouTube, les amis. Donc, est-ce que le libre arbitre ça existe? Eh ben, vous le verrez avec mes vidéos. Voilà, ça c'était le premier sujet. Je pense que j'ai perdu tout le monde sur ce projet FM. Mais en tout cas, moi, ça me passionne. Donc, si ça vous a passionné, eh ben, je suis content de cela. Alors, les amis, prochain sujet, les gens qui critiquent ma voiture. Alors déjà, première chose, les amis, ma voiture, je ne l'ai toujours pas. Je l'ai payée, j'ai payé l'assurance, je ne l'ai toujours pas. Elle est toujours au garage, le mec doit changer les jantes, il doit refaire la carrosserie à l'avant. Je ne l'ai toujours pas. Et ça m'énerve parce que, enfin, je suis propriétaire de la voiture, hein, j'ai la carte grise. Enfin, j'ai pas la carte grise parce qu'il faut qu'il me l'envoie par la poste, mais j'ai un papier qui remplace la carte grise pendant 3 mois qui fait que je peux quand même rouler avec ma voiture. Mais je ne l'ai pas et ça m'énerve et ça me rend tellement triste. J'ai toujours pas retrouvé de mec pour m'acheter ma Renault Capture, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta, les amis, pour la Renault Capture, donc voilà. Euh, Et donc je n'ai toujours pas la voiture, et c'est horrible, hein, c'est un petit peu un problème de riche, je suis d'accord, mais c'est l'attente quand tu achètes une belle voiture. Ah, c'est horrible, c'était Mathis Clouet qui m'a envoyé un message là-dessus, qui me dit, ah putain, l'attente c'est le pire quand tu achètes une belle voiture, c'est le mois le plus long de ta vie, sauf que moi là ça commence à faire un peu plus qu'un mois là. Ça commence à être relou, mais j'espère que je l'aurai la semaine prochaine. Dans tous les cas, je ferai plein de stories. Et donc, t'as plein de gens qui critiquent ma voiture, qui déjà ils critiquent la voiture parce qu'ils aiment pas la i8. Il y a beaucoup de haters de la i8 sur internet, j'ai découvert ça. Mais moi, c'est pas grave, moi je l'aime. Et puis, t'as beaucoup de gens qui disent que je flex, que je mérite pas mon argent, que machin. Enfin, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui disent que je flex, que je mérite pas mon argent, que je gagne trop et tout. Parce que j'ai dit parfois que j'ai fait des mois à 40, 50 000 et tout. Les amis. Et c'est même pas pour me flageller que je dis ça, mais c'est juste parce que c'est la vérité. Les amis, je ne gagne pas si bien ma vie que ça. Genre, en fait, il y a beaucoup de fois où j'ai donné mon CA par mois, et j'ai pas dit les coûts qu'il y avait. Il y a beaucoup de fois, mais je l'avais dit dans un précédent projet FM, j'avais dit que quand un mec me paye 2 000 € pour sa chaîne YouTube, machin et tout, en vrai, il me restait 800. Tu vois, et 800, c'était le travail que j'avais à faire là avec lui. Donc, c'est-à-dire toute l'infrastructure, tout le fait d'avoir recruté des gens pour être autour de moi, pour l'aider sur sa chaîne. Enfin, genre, je l'avais dit qu'en fait, j'avais énormément de coûts sur tous mes projets, tous mes business, j'avais des coûts énormes. Et en fait, les gars, oui, je gagne bien ma vie, et je gagne même super bien ma vie, c'est vrai, mais et je vous le dis parce que c'est mon bilan 2025, sur un CA de 100%, j'ai 77% de coûts. Ok? C'est dans mon bilan comptable. Ok? Je peux le prouver. C'est vraiment dans mon bilan comptable 2025. J'ai 77% de coûts. Alors vous allez me dire, oui, mais Lohan, parfois tu fais des restos en frais de société, machin et tout. Oui, oui, j'en fais même pas un par mois. C'est quand il y a Mika qui vient ici, quand je suis avec des potes, youtubeurs, machin, ou quand je suis sur MS, machin. Oui, il y en a, mais vraiment, je ne vis pas du tout aux frais de ma société, tu vois. Je dois payer genre un resto par mois et c'est à chaque fois justifié. Genre, sinon tous les restos, je les paye en perso. Genre, j'ai énormément de coûts sur ma société, dans les montages, dans les trucs. Encore une fois, quand un mec me paye 2 000 € pour sa chaîne YouTube pour que je l'accompagne, les amis, entre les gens que je dois payer pour l'aider à écrire ses vidéos, Katominor qui est super fort, qui fait un putain de taf, que je salue, qui est un monstre absolu, voilà, je le dis, Katominor est un monstre absolu, c'est le meilleur, je pense qu'il n'a pas aimé le terme, mais coach texte du monde, vraiment, je vous l'assure. Euh, Pareil, coach vocal, quand je dois payer des gens pour monter les vidéos en appel avec les clients, quand je dois recruter des gens pour les clients, quand je dois faire tout ça, ou même quand moi j'appelle directement le client pour lui trouver des sujets, ou parce que quand le mec l'accompagne, déjà j'ai un premier appel avec lui, ou le fait d'avoir recruté ces gens-là et tout, c'est ça ma rentabilité, c'est genre, certes, on va dire le mec me paye 200 €, il me reste 800 à moi, me paye 2 000 €, il me reste 800 à moi, peut-être même un peu moins avec ce que je vous ai dit, mais les 800, c'est pas 800 comme ça, tu vois, c'est 800 où je taffe, où j'ai créé l'infrastructure pour lui, où les mecs sont déjà là, où il a pas besoin d'aller parler directement à Cato Mineur pour avoir les coches vocales, pour m'avoir moi aussi en appel, pour m'avoir moi aussi dans le suivi. Genre, je compte pas mon travail à moi, je compte pas mes heures, je facture pas mes heures en plus quand dans ce prix-là, tu vois. Et en fait, les gars,
je crois que vous me voyez trop comme un mec riche. Ce qui est le cas, j'ai des sous, genre si t'achètes une voiture comme ça, c'est que t'as des sous. Mais c'est pas si... Je suis pas si riche que ça. Genre, je suis riche parce que j'ai beaucoup de clients et que j'ai beaucoup de monde et que je suis très fort et tout. Maintenant, croyez pas que quand vous me payez 2 000 euros, je gagne 2 000 euros. Ou que je gagne 1 000 euros. Ou même 800, je gagne moins que ça encore. Genre, les gars, je vous assure que faire ce que je fais, faire de la formation, de l'accompagnement à mon niveau, ou même de la production parfois pour des youtubeurs à mon niveau, ou même trouver des sponsors à mon niveau, c'est pas free et ça demande vraiment un travail, ça demande énormément de coûts. Donc, euh, donc voilà, mais après, tu vois, ça me fait chier de dire ça. Parce que du coup, là, je suis en train de me dire, ouais, en fait, je suis pas si riche que ça. Et en fait, c'est même pas l'image que je veux donner. Genre si j'étais super riche et que j'avais moins de coûts et tout, je serais très fier de le dire. Alors, probablement que tous mes produits coûteraient moins cher, hein, évidemment, si j'avais moins de coûts. Mais j'aurais pas honte de dire que je gagne très bien ma vie ou que je gagne encore mieux ma vie qu'actuellement. Mais c'est juste, voilà, je dois être de dire pour être factuel. J'ai pléthore de coûts. J'ai halluciné ce mois-ci, hein, les coûts enfin, il y a des prestataires, honnêtement, je vous le dis, je paye très très cher tous les mois, tu vois. Plusieurs milliers d'euros, plus de 3 plus de 4 parfois plus de 5 pour certains prestataires, tous les mois. C'est colossal, les gars, ce que je paye. Croyez pas que je suis... croyez pas que je suis si riche que ça. Et encore une fois, si je l'étais, ce serait pas la honte. Mais juste, je tiens à le dire. Parce que vous me prêtez trop. Enfin, genre, oui, d'accord, j'ai une belle voiture, oui, d'accord, j'ai un appart, là, bientôt un deuxième potentiellement et tout. Et oui, d'accord, je suis super bien, et évidemment, vous me l'entendrez jamais me plaindre. Mais c'est en plusieurs années de travail, effectivement, j'arrive à pouvoir mettre en quelques années de travail de côté. Évidemment, je peux mettre quelques centaines de milliers d'euros de côté, peut-être 1 million de côté, en plusieurs années de travail en ayant un gros chiffre d'affaires, mais en ayant énormément de coûts, juste un coût de quelques bénéfices par mois, enfin, voilà, c'est pas... voilà, je suis pas si riche. Et encore une fois, j'ai pas honte, mais juste voilà, je veux le préciser, je ne suis pas si riche que ça. La conscience est telle fluctuation quantique de l'univers? Je vous pose la question, non, le mec qui revient sur les trucs. Mais voilà les amis. Euh... Voilà, voilà, je gagne bien, mais c'est vraiment pas de l'argent facile. Ne croyez pas que c'est de l'argent facile. C'est pas facile. Promis. Si je voulais de l'argent facile, je gagnerais beaucoup moins, je ferais beaucoup moins de business à ce niveau-là. Je facturerais juste des appels en one-one avec des gens que je facturerais à l'heure. Je m'attarderais pas à avoir une équipe, à avoir un vrai programme d'accompagnement très structuré comme ça. Je facturerais juste des appels. Je sais que j'aurais plein de gens qui m'appelleraient genre pour 1 heure et tout, je les facturerais 200, 300 euros. Et ça m'irait et je gagnerais peut-être 6 000 à 7 000 euros. Ah, 6, 7, 6, 7, 6, 7, tous les mois, avec quasiment aucun coût. Ça, ce serait de l'argent facile. C'est pas ce que je suis en train de faire, les amis. C'est pas ce que je suis en train de faire. C'est pas facile ce que je fais. Je vous promets, à ce niveau, avoir des structures pareilles dans la formation et dans l'accompagnement et dans la production, c'est pas facile. Voilà, je tiens à vous le dire. Euh, Parfois, vous voyez, vous savez, des fois, sur les comptes YouTube Maxi, sur Instagram, sur les comptes MS et tout, c'est plus moi qui poste, ok? C'est toujours moi qui réponds aux messages. Par contre, c'est plus moi qui poste, là, sur YouTube Maxi. Donc, des fois, je vois des trucs et tout, je suis en mode, ah oui, quand même. Tu sais, des fois, je vois des clips qui sont faits, non, je fais, non, mais enlève ça, supprime ça et tout. Alors, c'est même pas moi qui poste des trucs, des fois, hein. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde autour de moi. Mais énormément, hein. Peut-être, j'ai une équipe de aujourd'hui, aucun salarié, parce que j'ai pas de salarié, mais en équivalent temps plein, j'ai une équipe de, allez, au moins 20 personnes aujourd'hui. Au moins. Donc voilà. Les amis, le hantavirus. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Le hentai virus? Le hentai reikusuku virus? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est. Moi, j'espère juste qu'il y aura un confinement. J'espère vraiment qu'il y aura un confinement. Alors, j'espère qu'il y aura pas beaucoup de gens qui vont mourir. Juste ce qu'il faut pour qu'il y ait un confinement. Parce que le confinement, mec, c'est trop bien. Quand on est des nerds, même les gens qui vont à l'école, ils vont être contents d'avoir un confinement. Bon, à part si c'est en été, là, vous aurez trop le seum. Mais moi, je me rappelle, lors du confinement, j'étais en première. J'allais pas à l'école. On a lancé Crash Bandicoot, les vidéos faisaient des vues de fou. Donc moi je sais que je ferais des vues de fou là s'il y avait un confinement. La chaîne elle cartonnerait, ne t'abonne pas. Le ONLV ça cartonnerait là s'il y avait un confinement. C'est pile ce qu'il me faudrait. Moi je kifferais de ouf. Et puis je me rappelle à l'époque du premier confinement. Le confinement s'est arrêté en mai et puis on avait encore un mois de cours en première et on pouvait y aller si on voulait ou pas. J'ai dit non, je viens pas. T'es fou. Et je suis jamais. Je suis pas revenu à l'école. Mec, c'était dingue. C'est-à-dire en mars, on a eu
Des vacances. Genre à partir de mars, on a eu 6 mois de vacances non-stop. Mec, c'était un délire. Oh, le kiff. Les gars, c'était, je pense, ma meilleure période de ma vie, le Covid. C'est trop bien. Donc là, s'il y a un hantavirus, je serais super chaud qu'il y ait un confinement. Même en été, je m'en fous. Moi, je sors pas de toute façon. Je suis un putain de geek, je suis un nerd. Donc s'il peut y avoir un autre confinement pour le hantavirus, les amis, moi, ce sera avec plaisir. Et si vous avez le seum parce que, bah non, vous avez envie, mais pas en été parce qu'il y a pas cours, les amis, utilisez ce temps à profit, faites des vidéos, faites des vidéos, tout le monde est sur son téléphone, putain, faites des vidéos. S'il y a un autre confinement, ne loupez pas le coche, faites comme moi j'avais fait à l'époque de Crash Bandicoot, faites des vidéos, lancez une chaîne, c'est là que ça va cartonner. Vous aurez, honnêtement, 5, 6, 10 fois plus de vues, juste avec le confinement, je vous promets. S'il y a un confinement aujourd'hui, sur mes vidéos, je fais au moins x4 sur mes vues. Au moins x4. Mais je le sais. Parce que bah, t'as juste 4 fois plus de gens pendant qu'ils dorment pas, c'est-à-dire pendant leur temps éveillé. Au lieu au lieu de travailler 8 heures et d'être sur les réseaux 2 heures, ils vont être sur les réseaux 10 heures. Donc je vais faire 4 fois plus de vues, 4-5 fois plus de vues, mathématiquement. Voilà, donc ça c'était le petit sujet sur l'antivirus, j'ai rien de plus à dire. Faut-il voter? Réflexion sur l'individualisme. Vous savez, j'ai toujours prôné le fait que voilà, faut pas voter, ça sert à rien, les élections, machin, on s'en bat les couilles. Ne votez pas pour les présidentielles, comptez sur vous-même. Je revois un peu ma position ces temps-ci. Alors moi, je ne vais pas voter, hein, je vous le dis, je ne vais pas voter. Si je vote, c'est pour Dominique de Villepin. Voilà, je vous le dis. Mais je pense pas voter. Parce que je pense que ça sert à rien. Et puis, je pense honnêtement que c'est Bardella qui sera élu président. Voilà. Je vous le dis. En 2027, à mon avis, ce sera Bardella. Alors voilà, je m'y connais pas trop en politique, mais je le. Feeling, voilà, petit feeling, comme ça, moi je pense que ça sera Bardella. Donc moi, si je vote, ce que je ne ferai pas, ce serait pour Dominique de Villepin, qui est euh, un mec, ça va. Pour la paix globalement, donc ça c'est bien, moi je suis pour la paix aussi, qui est de droite économiquement, donc ça m'intéresse aussi. Voilà, un mec sensé j'ai l'impression quand même si je sais qu'il sera pas élu. Maintenant, si vous l'aimez pas ou si vous voulez pas voter pour autre chose, votez pour qui vous voulez les amis, je vais pas vous juger, peu importe qui vous votez, vraiment faites comme vous avez envie, et si vous votez pas, oui, bah, pareil, faites comme moi, ne votez pas. Donc à l'époque, je disais ça sert à rien parce que vous placez vos espoirs dans quelque chose, ce que je suis toujours hein, dans le stoïcisme. On dit qu'il faut pas s'attacher à un résultat. Par contre, il est vrai qu'aller voter en soi, ça demande aucun effort. Genre, si t'as envie qu'un mec soit président et que tu ne places aucun espoir dans le fait qu'il le soit ou pas, et que s'il l'est pas, ta vie n'en sera pas autrement bouleversée, bah va voter. Tu vois, genre, ok, si t'as envie, ça va rien changer à ta vie, ça va pas te coûter un effort de fou. Voilà, je te demande. Voilà. Maintenant, si la question c'est est-ce que tu vas militer activement pour un parti, là non, évidemment, parce que c'est évidemment une perte de temps et tu vas t'investir et te passionner pour quelque chose dont t'as pas le pouvoir. Maintenant, voter en tant que tel, ça demande pas d'effort, donc tu peux très bien travailler sur toi et le moment où il faut aller voter, voilà, si t'as envie. Chose que je ferai pas encore une fois. Donc voilà, je voulais juste vous partager cette petite réflexion, dites-moi ce que vous en pensez. Et maintenant, prochain sujet, les ponts. Les ponts. Non mais ça, c'est fascinant ça. Donc t'as Donc t'as les jours fériés qui sont une invention... Bon, t'as les jours fériés. T'as les jours fériés qui sont là pour pas que la masse se soulève, tu vois, qui ont été créés pour pas que les esclaves se soulèvent. Donc t'as les jours fériés. Et puis t'as ces branleurs de fonctionnaires qui se sont dit tiens, mais c'est drôle, ce jour férié a lieu un jeudi. Ensuite, c'est vendredi. Et ensuite, c'est le week-end. Et ensuite, lundi est encore férié. Si seulement Si seulement le vendredi pouvait être férié également. Ils se sont dit, bah écoute, on va faire un pont. Comment ça, un pont qu'est-ce qu'on entend par un pont? Bah un pont qui relie le jeudi et le samedi en enjambant le vendredi. Et du coup, on travaille pas le vendredi. Oui, mais pour quelle raison? Mais non, mais c'est un pont. C'est un pont. Je sais pas. Ça me... Bah si les gens font ce qu'ils veulent, hein. Tu veux que je te dise? Non, sans mépris, sans mépris. Les gens font ce qu'ils veulent. Non, ça me fait rire. Ça me fait rire le concept de pont. C'est-à-dire, à la limite, tu vois, tu veux rajouter un jour férié, rajoute un jour férié. Voilà. Mais là, c'est quand même... Genre, ok, non, mais j'assume, je suis juste un branleur, tu vois. Là c'est juste pour faire le pont. C'est juste pour relier le jeudi férié et le samedi. J'assume d'être un branleur. Mais y a pas de souci. Y a pas de souci. Les amis,
il faut que je vous parle de la vidéo de l'Argonaute qui a fait une super vidéo là sur les brain rot IA. Alors si vous connaissez pas la chaîne de l'Argonaute, je sais que c'est pas la première fois que j'en parle, mais je vous invite vraiment à aller découvrir sa chaîne. Ça fait un petit moment là que je trouve ses vidéos vraiment, vraiment, vraiment très quali. Donc voilà, c'est pas ce qu'il définit évidemment, mais c'est un mec de MS. Donc pour ceux qui sont sur MS, hein, peut-être vous le connaissez aussi, de YouTube Maxi. Pour ceux qui sont sur du Maxi, vous le connaissez aussi. C'est un... Enfin, il est sur Maxi, donc il est sur MS. En fait, quand tu es sur Maxi, tu as accès à MS gratuitement. Bref, tout ça pour dire qu'il est super fort. Et il a fait une super vidéo sur l'IA, où en gros, on va dire que l'Argonaute, c'est un peu la caution de gauche de MS. C'est un gars qui est super gentil, incroyable, j'adore ce mec vraiment. Et il a fait une vidéo un peu critique de l'IA parce qu'il est un peu anti-IA, ok? C'est un mec qui est un artiste, qui dessine super bien, qui fait des trucs magnifiques et tout. Et comme beaucoup d'artistes et beaucoup d'artistes de gauche, il est contre l'IA. Voilà, et il a ses arguments et il est pertinent. Et c'est vrai que vivre dans un monde où la création est industrielle et en fait tout le contenu généré sur Internet est fait par IA, je suis d'accord, c'est un peu déprimant et la théorie de l'Internet mort, c'est un peu déprimant. Euh, voilà, ce que j'aimerais redire à sa vidéo, d'ailleurs je lui ai posé la question, je lui ai mis un petit commentaire sur sa vidéo, c'était que j'avais l'impression que sa vidéo disait beaucoup quand même que l'IA, ça reste du contenu moins bon que le contenu humain, parce que c'est de l'IA. Et je suis d'accord, l'IA fait pas du très bon contenu, même en termes de contenu, de vidéo, de profondeur, d'originalité, ça se base sur des trucs qu'il y a déjà fait et tout. Maintenant, ok, en plus vous allez voir, ça va être un peu connexe avec ce qu'on a dit au début. Une IA qui est très performante, qui reproduit avec précision le fonctionnement d'un cerveau humain, genre Zenyatta dans Overwatch, pour ceux qui connaissent, hein. Genre une IA mais qui est vraiment... Enfin, je veux dire, on est un réseau de connexion électrique. Est-ce qu'on pourrait pas refaire un réseau de connexion électrique dans un ordinateur, dans un algorithme? Si, ça m'a l'air complètement possible. Donc une IA qui est très très poussée, qui est très très sophistiquée, qui reproduit à perfection le cerveau humain, pourrait créer de la vraie créativité, hein, en tout cas pourrait s'en rapprocher, hein, parce que je pense que évidemment même nous les humains, même nous notre cerveau, on s'inspire toujours de trucs qu'on a déjà vus ou qu'on a imaginé, même on n'a jamais rien imaginé, on n'a fait aucune création originale, tu vois. Mais si une IA faisait comme nous et qui était très performante dans un domaine, elle pourrait, je pense, faire de super livres, de super séries, de super films, j'en suis certain, tu vois, de super fiction, de superbes vidéos. Et à ce compte-là, est-ce qu'on considérait cette IA comme une personne morale? Est-ce que dans l'art, sa proposition aurait beaucoup de valeur ou pas? Parce que c'est juste une IA. Auquel cas, c'est un petit peu du spécisme, j'ai un peu envie de dire, hein. Je veux dire, c'est la problématique d'Overwatch, hein. Pour ceux qui connaissent un peu le lore d'Overwatch, donc pas juste ceux qui jouent, mais qui connaissent un petit peu le lore d'Overwatch, il y a toute une problématique très spéciste dans Overwatch qui est de voilà, les humains contre les omniaques, contre les robots, qui en fait, les robots, et ben, en fait, ils ont une conscience ou un simili-conscience qui s'apparente à la conscience. En fait, ils ont exactement comme nous, juste eux, c'est du code, et nous, c'est pas du code, c'est biologique, machin, mais en fait, techniquement, ils ont exactement comme nous, et la question, c'est est-ce qu'on les traite comme des humains ou pas? Euh, et c'est une question, en fait, spéciste, tout simplement. Et si on avait une IA comme ça, est-ce qu'on la considérait comme, si son art, est-ce qu'on le considérait comme utile, pertinent, intéressant, ou pas? Parce que c'est une IA et parce qu'il y en aurait plein qui feraient pareil et on serait noyé de créations IA, même si elles sont bien, objectivement bien, on serait noyé de créations comme ça. Je sais pas, je trouve que c'est pertinent, je sais pas si le débat a lieu d'être parce que peut-être que ça n'arrivera jamais une IA aussi performante. Alors, moi je pense que ça pourrait arriver un jour, mais c'est très possible qu'on s'auto-détruise avant que ça arrive. Voilà. Mais si on se fait pas, je pense que si on s'auto-détruit pas, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment arriver. Et je trouve la question intéressante. Voilà. Mais je vous invite à aller regarder la vidéo de, de Argonaut et de mettre des likes sur mon commentaire. Voilà. Voilà, je crois que j'ai pas plus de choses à dire. Ah si, 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 mais je suis un ouf. Pour ceux qui se demandaient, MS réouvre dans 2 petites semaines, 1er juin. Voilà, MS va réouvrir. Je suis en train de préparer du contenu de fou. Là déjà, je vais faire une vidéo sur l'ONLV quand ça va sortir. Là, la vidéo dont je vous parle sur le stoïcisme, hein, que je vous ai parlé en début de vidéo. Je vais faire une vidéo sur le stoïcisme sur l'ONLV et je vais préparez-vous, un daily upload sur Ne t'abonne pas pendant 14 jours. Une semaine avant l'ouverture et une semaine pendant l'ouverture. Je vais faire un daily upload. Ensuite, sur Ne t'abonne pas, tous les soirs de l'ouverture, je serai en live sur Twitch et sur YouTube pour faire des analyses de chaîne. Genre vous, viewers, vous venez, je fais des analyses de chaîne de votre chaîne. Et si vous êtes convaincu par l'analyse de chaîne, vous prenez MS. Voilà, c'est le deal. Pour participer à l'analyse de chaîne, vous devez envoyer un message qui dit écoute Lohan, analyse ma chaîne. Si l'analyse est pertinente et que les conseils sont utiles et pratiques, je rejoins MS. Et c'est la seule condition. Et uniquement
La seule condition, c'est votre gage de bonne foi. C'est-à-dire si, honnêtement, vous avez aimé l'analyse et vous trouvez que c'était très pertinent et vous trouvez que je peux vous aider, là, vous rejoignez MS. Si vous n'avez pas trouvé ça pertinent, si vous trouvez que c'était nul, ou pas intelligent ou pas intéressant, vous rejoignez pas. Mais je veux juste votre bonne foi. Voilà, c'est tout ce que je vais faire. Donc pendant la semaine d'ouverture, une vidéo par jour sur Ne t'abonne pas. Une semaine avant l'ouverture, pareil, une vidéo par jour sur Ne t'abonne pas. Et tous les soirs sur Ne t'abonne pas, en live pour analyser vos chaînes. Encore une fois, voilà, la seule condition, c'est votre bonne foi. La seule condition pour être analysé, c'est votre bonne foi. Si vous voulez vous faire analyser, vous acceptez le fait que si l'analyse est bonne, vous rejoignez MS. Voilà les amis, ça va être la dernière fois que MS restera à un tarif abordable, relativement abordable je pense. Là on commence à rentrer dans des prix qui sont, je considère toujours abordables, mais commencent à faire un certain coût, ok, on est d'accord. Surtout que là du coup on va garder l'abonnement annuel hein, comme on l'avait fait la dernière fois. Alors ceux qui payent en mensuel garderont le mensuel, mais maintenant pour les nouveaux entrants ce sera de l'annuel uniquement qui sera proposé. Voilà. Je vous conseille vraiment de pas de rentrer dans le train cette saison parce que encore une fois, ça va être, je pense, la dernière ou une des dernières saisons où MS restera à un prix relativement encore abordable, que j'estimerais encore comme du low ticket. Ensuite, on passera sur du middle ticket, je pense, dès les prochaines saisons. Donc, ne loupez pas le train, les amis. Voilà, alors je vais lire un peu les questions de la semaine. Merde, j'ai pas préparé les questions de la semaine. Normalement, je prépare toujours les questions de la semaine. Je prends toujours un peu le temps de regarder le précédent VOGFM et de lire les questions avant et de les sélectionner. Là, je l'ai... Excusez-moi, ça a coupé. Je vais tout de suite sur la version YouTube du VOGFM et lire vos questions. Est-ce que tu recommandes de lancer un business e-commerce comme Yomi Denzel? Je sais pas les amis. Je pense que si votre idée de business vient d'un YouTuber qui donne des idées de business, à mon avis ça marchera pas. Je pense que voilà, bon comme... Après je dis pas que ça peut pas marcher, mais je dis que ça a très peu de chances de marcher. Je pense que pour... Même si vous voulez prendre une formation hein, dans n'importe quoi, même sur YouTube, hein, vous voulez prendre MS ou YouTube Maxi, ne le voyez pas comme un business. Voyez-le parce que vous faites-le parce que vous avez envie de faire une chaîne YouTube. D'ailleurs, sur YouTube Maxi, hein, si vous voulez nous rejoindre et que vous n'avez pas un projet solide, vous nous rejoindrez juste pas. Si vous n'avez pas un bon projet de chaîne YouTube, vous nous rejoindrez juste pas. Je pense qu'il faut faire un business parce que c'est ce qu'on a envie de faire. Et pas se poser la question de est-ce que c'est une bonne idée de lancer ce business parce que vous avez entendu un mec dire qu'il faut aller faire ce business parce que c'est l'opportunité de 2025 ou de 2026 ou même de 2027 ou même de la décennie, l'opportunité de la décennie. Voilà, je pense que un business ça se lance un peu naturellement. Voilà, c'est ma vision du truc. Hein. Maintenant, il y a peut-être des gens qui vont me dire mais non, on n'est pas obligé de lancer un business naturellement. Peut-être. En tout cas, moi, ma vision du truc, c'est quand tu lances un business, ça doit se faire un peu naturellement. Archiprod, ça se fait naturellement. Ma chaîne YouTube, ça se fait naturellement. MS, ça se fait naturellement. Max, ça se fait naturellement. Voilà, je pense pas qu'il faut forcer le destin. Ferme ta hi-hi, traite pas Michael Jackson de pédo, hi-hi. Je sais pas, j'en sais rien pour Michael Jackson, je dis ça pour rigoler. Tu penses pas que le meilleur move à faire avec une chaîne YouTube, c'est d'abord faire de l'argent via AdSense et sponsors, ensuite aller dans un paradis fiscal et lancer un produit, une fois que t'as coffré de ouf, ou t'achètes tes appartements. Oui, non mais moi je vous dis, partez de la France. Si vous voulez le faire, partez de la France avant de valoir quelque chose en France. Sinon, vous allez vous faire éclater par les impôts. C'était un peu l'objet de les 2 derniers podcasts. Ah, encore un fan de Michael Jackson. Ok, on va lire son commentaire. Encore un pauvre petit perroquet qui répète bêtement les faux témoignages des médias, ignorant que Michael a été déclaré non coupable depuis 2005. Oh là là, ah, vous êtes susceptible, hein. Vous êtes vraiment susceptible, hein. Hein, moi je crois les victimes, arrêtez. Putain, en plus ce commentaire il est bas de long. Non, j'ai pas la force de tout lire. Oh, en plus il y a plein de dates. Oh, la flemme de tout lire, j'ai trop la flemme. Ah oui, donc j'avais posé des questions pour... j'avais peur de divorcer et tout, j'avais posé des questions. Conseil de quelqu'un qui a 32 piges et 9 ans de relation. Le secret, c'est de vivre ensemble, une vraie vie de couple sous le même toit pendant quelques années. Si c'est la bonne, vous tiendrez jusque-là. Par contre, vraiment vivre sous le même toit, c'est la base. Ensuite, tout con, mais il faut avoir la même vision de l'avenir. D'accord, merci beaucoup pour ton conseil. Merci beaucoup pour ton conseil, monsieur Dead Alexia. Merci beaucoup pour ton conseil. Ça marche. Est-ce qu'avec Kélian, vous allez reprendre Fixe ton mur? Non, par contre, quand Kélian sera officiellement guéri, on va sans doute reprendre Kélian et Lohan.
Heu, bon, encore un fan de Michael Jackson qui le défend, hein. Encore un fan de Michael Jackson qui le défend, non mais c'est dingue! Mais vous êtes si facile à rage bait les gars, je m'en bats les couilles, je sais pas si c'est vrai Michael Jackson, vous êtes juste facile à rage bait, c'est fou. Heu, j'aimerais savoir si tu as un autre moyen de devenir riche sans faire un prêt à la banque. Étant de confession musulmane, ma religion m'empêche de faire ce genre de prêt à intérêt. Oui, je crois qu'il existe des ETF halal, pour l'investissement. Je crois que ça existe des ETF halal. Alors j'ai pas les spécificités, hein, je sais que c'est très, très technique, l'investissement en islam, mais je crois que ça existe des ETF halal. Je crois même que ça existe de l'immobilier halal avec levier bancaire. Parce que si c'est dans un objectif de faire, le bien islamique, d'une quelconque manière que ce soit, par exemple que tu loges des musulmans ou que sais-je. Alors j'ai peur de dire de la merde, mais je crois que Caspaz m'avait dit qu'on pouvait faire de l'immobilier halal avec levier bancaire. Je crois. Renseigne-toi. Euh... un. Tu parles souvent du karma dans ton Vosges FM. Prenons l'exemple de ta vidéo 9 minutes et 22 secondes de grossophobie exacerbée. Admettons que tu penses avoir causé du tort à cette personne, que cette vidéo est un karma négatif et que tu vas devoir le payer plus tard, sachant que je pense l'avoir déjà payé pour être honnête. Peut-être qu'en réalité tu n'es pas redevable de rétablir ton karma négatif à cause de cette vidéo, peut-être que le tort que tu as causé à cette personne obèse est en réalité sa manière à elle de payer une mauvaise action qu'elle a faite dans le passé. Oui, bien sûr. C'est vrai aussi. Ça se trouve, tu n'as pas fait tant que sa mauvaise action, tu as juste réparé son karma négatif. Oui, c'est ce que j'ai pensé avec Antoine Blanco, par exemple. Genre, ma vidéo sur Antoine Blanco, honnêtement, ça lui a causé du tort, mais c'est sa manière de le punir et ça a causé du bien aux gens qui se sont pas fait arnaquer par la suite. Maintenant, le problème, c'est que je pense sincèrement que la vidéo que j'ai fait sur la meuf TDI et tout, c'était une mauvaise chose. Voilà, je le dis, c'était une mauvaise chose. Alors, on pourrait me dire supprime-la, mais en fait, ça changera rien de la supprimer maintenant. La vidéo a fait ses vues. Tout le monde a... Enfin, ça sert à rien. J'aurais juste l'impression de m'excuser à peu de frais si je la retirais maintenant. Je préfère assumer et dire que c'était pas bien. Voilà. Euh, Est-ce que tes proches ou les gens que tu rencontres ne te trouvent pas un peu égocentrique? Parce que moi, même moi qui t'aime bien, je trouve que des fois tu es un peu narcissique. Oui, oui, bah oui, forcément. Après, les amis, je vais vous dire un truc. Tous les youtubeurs que vous regardez le son, juste moi, moi vous le voyez, c'est tout. Moi, vous le voyez parce que je suis relativement transparent dans mes vidéos. Euh, J'en parlais avec Bobby San, qu'on a fait un podcast ensemble il y a quelques semaines, qui m'avait dit que j'étais vraiment exactement pareil dans la vraie vie que dans les vidéos et qui trouvait ça choquant. Euh, c'est juste que moi je suis pareil. Du coup, vous le voyez. Maintenant, je vais vous le dire, tous les youtubeurs ont un gros melon. Bah, déjà, sinon, ils seraient pas youtubeurs. Mais oui, je reconnais avoir un gros melon et je reconnais même que c'est un défaut. Et je reconnais même qu'il faudrait que je travaille dessus. Genre, je reconnais volontiers que j'ai un gros melon. Je reconnais volontiers que c'est un défaut. Et je reconnais volontiers qu'il faut que je travaille dessus. J'accepte tout. Maintenant, ce que je ne reconnais pas, c'est de penser que je suis le seul. Genre, je suis pas le seul et je suis même pas un des pires. Croyez-moi, c'est juste que les autres le montrent pas. Encore des fans de Michael Jackson. Question, tu n'as pas l'impression que depuis Ego, TGR, etc., les youtubeurs se prennent trop au sérieux? Il y a de moins en moins d'humour dans les vidéos, j'ai l'impression, en dehors du fit and fun. Ouais, je trouve, hein, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de imiter Ego et TGR et c'est vraiment pas bien, je trouve. C'est souvent très mal fait et je comprends que ça les énerve, très sincèrement. Et je comprends même qu'ils aient un peu le seum contre MS parce qu'il y a beaucoup de mecs de MS qui font ça, mais il y en a qui le font très bien quand même, hein. Et je comprends qu'ils aient même un peu le seum contre MS. Mais bon, voilà, c'est le game, hein, tu fais un truc. Voilà. Euh, Alors, il y a Elias qui dit, donc je disais que les gens qui regardaient les lives, c'était des clochards. Il dit, tu trouves ça ok de regarder tes lives après avoir fini le boulot que t'as à faire de la journée? Oui, bien sûr, c'est t'as fini. Mais le truc, c'est que si je te vois tout le temps sur les lives, je sais que tu fais pas de boulot. Mais si je te vois de temps en temps et que c'est parce que il est tard et que t'as fini le boulot, y a pas de souci. Mais franchement, les gars qui viennent sur mes lives, putain, qu'est-ce que vous branlez? Voilà.
On a Florian qui s'est marié, qui me dit: «Lance-toi, je me suis marié à 3 ans, le mariage c'est comme le business, tu peux pas tout calculer avant de commencer. Plus tu te lances jeune, plus tu apprends vite comment ça fonctionne la relation et si ça finit en divorce, bah, c'est pas la fin du monde. Je connais plein de mecs divorcés qui sont très heureux et qui n'ont aucun regret. Tu perds rien à essayer». Bah, écoute, merci pour ton commentaire. Voilà les amis, c'est tout pour le VosGFM, j'espère que vous avez apprécié le podcast. Je vous fais des gros bisous et merci de m'écouter et hem et je travaille à être un peu moins égotistical, à avoir un peu moins d'ego. Voilà. Heu, depuis quelques temps maintenant, je pense que ça fait un petit moment, je pense que peut-être un petit mois que j'essaye vraiment de travailler sur mon ego, voilà. Je sais pas si vous ça s'est vu. Ça se trouve, ça s'est pas vu du tout, mais moi, en tout cas, je remarque que je le suis moins. De mon point de vue, je trouve que je le suis moins. Voilà, je vous fais des bisous, ciao tout le monde. Comment on coupe?